Il faut distinguer les manipulations qui sont l'œuvre d'État ou alors celles opérées par les médias. Celles d'État, depuis l'Antiquité, les exemples sont nombreux, ils sont même étudiés en école de guerre. On peut penser récemment à Timisoara, à l'Irak et à bien d'autres. Quant aux manipulations, ça s'explique, celle des médias, par le nivellement intellectuel par le bas et la pensée unique. Le danger, c'est Internet, ou l'utilisation inappropriée des sites alternatifs. Alors je ne les citerai pas, pour ne pas leur faire de la publicité, ou me faire des ennemis. Certains vont développer la théorie du complot ou d'autres théories plus ou moins farfelues partant d'éléments vrais. Et malheureusement, la plupart des gens, des braves gens, ils sont peut-être capables de lire Le Figaro ou L'Immonde, mais décrypter un article de réflexion sur Internet demande une vaste culture. Je n'en dis pas plus, à vous, cher ami. Merci, frère. Alors, contrairement, non pas contrairement, mais pour compléter ce que vous venez de dire, je relie complètement la désinformation d'État et la désinformation médiatique, car l'État ne peut désinformer qu'à travers les médias. Après, on peut distinguer désinformation et manipulation, mais on aura l'occasion de parler de ça, certainement, de développer un peu davantage. Je voudrais d'abord vous dire en quelques mots d'où je me place pour pouvoir vous parler de ça. Parce que le fait médiatique aujourd'hui envahit totalement nos vies. Nous en vivons tous, nous faisons partie du fait médiatique. Même si nous savons qu'il y a un émetteur et un récepteur, nous sommes tour à tour émetteurs et récepteurs de ce fait qui peut être développé sous forme médiatique, même au niveau individuel. Alors, je me suis intéressé à ces notions très tôt, lorsque j'étais étudiant, car j'ai eu la chance de rencontrer à plusieurs reprises Marshall McLuhan. C'est un nom qui vous dit peut-être rien aujourd'hui, parce qu'on n'en parle plus trop, et pourtant, c'est un des premiers sociologues canadiens qui a analysé le média tel qu'il est. Et sa grande théorie, d'ailleurs, c'est que le média n'est pas simplement source d'information, ce qui semble logique, mais que le média devient lui-même et pour lui-même l'information. Ce qui, évidemment, modifie complètement la perspective. Et c'est un peu de sa faute, à Marshall McLuhan, si je puis dire, si j'ai fait de la radio, tout simplement parce que je me suis dit, tant qu'à faire, essayons d'éprouver dans le concret les théories de cet homme. Et par conséquent, j'étais dans l'équipe, très modestement, mais dans l'équipe des fondateurs de, par exemple, Radio Notre-Dame. Que j'ai quitté avec cette équipe assez rapidement d'ailleurs, parce qu'on n'était pas tout à fait d'accord sur le contenu éditorial de la chose. Par conséquent, on s'est quitté assez vite. Et après cela, je suis venu sur Radio Courtoisie par l'intermédiaire d'une émission dans laquelle j'ai été invité. Et j'ai trouvé qu'il y avait effectivement en 1988, Radio Courtoisie a été créée le 7 novembre 87, et j'ai fait ma première émission le 8 septembre 88. Bravo. Et j'ai été donc invité au printemps 88 dans une émission du dimanche midi. Et j'ai donc commencé à animer des émissions sur Radio Courtoisie. Voilà, c'est pour vous dire l'endroit où je me situe pour vous parler de la désinformation et des médias. Donc un peu avec un pied à l'intérieur quand même. Alors je voudrais, en début de cette rencontre, vous citer une phrase de Franklin Delano Roosevelt, qui a été président des États-Unis, comme vous savez, mort en 1945. Il a donc été président pendant toute la guerre. Et Delano disait « En politique, rien n'arrive par hasard. Chaque fois qu'un événement survient,
on peut être certain qu'il avait été prévu pour se dérouler ainsi. On sait depuis, grâce à l'ouverture des archives, que le gouvernement américain était parfaitement au courant, et quelques semaines à l'avance, de l'attaque japonaise de Pearl Harbor. Il se trouve que le gouvernement américain a, je fais attention à mes termes, mais a organisé, a laissé faire cette attaque de façon à justifier l'intervention, l'entrée des États-Unis en guerre. Toute situation beaucoup plus récente ne serait que fortuite, mais pas tant que ça, comme vous imaginez bien. La guerre d'Irak, vous citiez Timisoara, on a connu les couveuses irakiennes, on a connu bien d'autres manipulations, et là où je rejoins la manipulation d'État, la désinformation d'État et la désinformation médiatique, c'est que s'il n'y avait pas le média pour relayer ces manipulations d'État, eh bien, naturellement, ça ne passerait pas auprès des peuples. Par conséquent, le média est capital. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas s'étonner si aujourd'hui les médias sont globalement, et on le sait bien, globalement tout à fait dans le, disons dans le fromage, pour être trivial, on est à table. Donc, de tout temps, le pouvoir s'est toujours appuyé sur le mensonge d'État, et ce qui va avec, la désignation du bouc émissaire. Alors je ne rentrerai pas trop dans ce développement, René Girard l'a fait d'une façon magnifique naturellement, donc je vous renvoie à ce grand penseur, ce grand philosophe, mais il faut toujours avoir dans l'esprit cette notion d'interlocuteur. Il y a toujours un récepteur et un émetteur, ou plus exactement un émetteur et un récepteur. Les stratégies mensongères ont toujours existé. Dans l'ordre ancien, ils présentaient malgré tout au moins un avantage, c'était celui d'offrir, en plus à la majorité certes dominée, un espace de stabilité sociale et psychique. En un mot, on mentait beaucoup, mais il y avait un intérêt, c'était de tenir la situation sociale, tenir le peuple, etc. En un mot, le chaos, à cette époque, était l'ennemi de l'ordre. Au XXe siècle, nouvelle formule de contrôle social que l'on peut rassembler sous le concept d'ingénierie sociale, ça je développerai tout à l'heure, et dont l'objet est non seulement de déréaliser la sphère publique, comme par le passé, mais en outre de déstructurer intentionnellement le corps social et le psychisme intellectuel des classes populaires. En un mot, avant, le chaos était l'ennemi de l'ordre. Aujourd'hui, le chaos est l'instrument de l'ordre. Et ce sera développé dans un instant par de grands auteurs. Hein. Ce que je vous dis là, ce ne sont pas des vues personnelles. Je pompe dans des auteurs. Je pourrais vous donner la bibliographie naturellement que j'ai utilisée. Alors, un mot sur le mensonge. Le mensonge d'État, on l'a dit, a toujours existé. Mais le mensonge, jusqu'à une certaine époque, sous l'Ancien Régime en particulier, c'était un gros péché. Et on allait à confesse, y compris nos rois, qui mentaient beaucoup, évidemment. Seulement aujourd'hui, et depuis les Lumières, premier mensonge. Quand vous pensez qu'on appelle les Lumières ce qui a consisté à enfouir totalement. Au Moyen-Âge, dans le vocabulaire déjà, c'est une escroquerie. Le Moyen-Âge, c'est 1000 ans, c'est pas vraiment moyen. C'est une des grandes périodes de l'histoire de France. C'est la période qui constitue d'ailleurs notre patrie, qui constitue la nation, qui deviendra la nation française. On appelle ça le Moyen-Âge. Je trouve ça un tout petit peu gênant. Bien. Or, au Moyen-Âge, tout était révélé. À travers l'architecture, à travers les textes, à travers l'amour courtois, où on disait tout sans rien dire, à travers les vitraux, à travers l'art en général, tout était révélé. Mais on appelle les Lumières une période où on va au contraire tout enfouir. On va mentir, aujourd'hui on dit enfumer, et le terme n'est pas faux. Donc, c'est Voltaire lui-même qui théorise le mensonge.
Et j'en veux pour preuve une lettre qu'il envoie à Thiriot le 21 octobre 1736, où Voltaire, je rappelle que c'est l'icône de nos jeunes générations dans l'éducation nationale. On sélectionne certes les textes de Voltaire, mais on n'entend parler que de Voltaire. À partir de la 4e, 3e, 2e, 1re, on parle de Voltaire. Alors Voltaire disait, il faut mentir comme un diable, non pas timidement, non pas pour un temps, mais hardiment et toujours. Voilà. Et là, on découvre ce qui sera finalement toute la texture du monde politique à partir de la Révolution. Lénine s'en servira naturellement. Le mensonge et le cynisme sont nécessaires pour faire triompher la cause portée par le mouvement de l'histoire, dit-il. Voilà. Et effectivement, le mensonge va être en particulier utilisé, totalement utilisé par ces gouvernants, par ce qu'on appelle, on va l'appeler par convention nos élites, puisqu'il faut bien les désigner comme ça. Alors je reviens sur la notion d'ingénierie sociale. C'est une notion qui est assez récente, enfin assez récente. Disons que sans la nommer comme ça, les sociologues ont commencé à travailler sur cette notion dès 1944-45. Et ils n'ont pas travaillé sur cette notion pour rien, puisque le but était de savoir comment transformer, comment manipuler la conscience des peuples de façon, il y a toujours le côté positif, à éviter les grands conflits comme celui qu'on venait de vivre pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais l'esprit, c'était bien comment manipuler les peuples de façon à éviter tout ça. Alors, cette chose a été théorisée, on peut le dire, par une université américaine. Déjà à ce moment-là, je vais vous donner les références exactes, si je les retrouve dans mes notes, c'est important. Ça a été utilisé par, vous ne serez pas surpris, par l'université de Harvard, qui a monté tout un programme avec d'éminents sociologues, psychologues, d'éminents économistes. Alors c'est assez curieux, mais toutes les techniques de manipulation, toutes les techniques de désinformation nous viennent de la haute finance. Car pour pouvoir faire le but ultime, c'est bien évidemment de capter à la fois les énergies des volontaires, d'obliger les non-volontaires à donner toute leur énergie, de façon à établir une finance mondiale qui sera évidemment celle qui va rapporter le plus d'argent. Alors je cherche, c'est un programme qui a été donc mis en place à partir de 1944, je le répète, avec les meilleures intentions du monde, mais il y a toujours la face cachée de l'histoire. Les meilleures intentions sont toujours perverties par la nature humaine et on finit par développer en 1948, puis en 53-54, et il y a là tout un module, disons, universitaire qui va permettre de travailler, je ne retrouve pas, c'est dommage, mais je vais la retrouver, qui va permettre de travailler donc cette façon de manipuler l'esprit des gens. Cette ingénierie sociale qu'on appelle aussi l'automatisation d'une société consiste à bâtir et à entretenir un système inégalitaire où les uns voient sans être vus et où les autres sont vus sans voir. Et là, grâce aux sciences modernes, cette chose va être considérablement développée, on va en parler tout à l'heure. Si vous voulez bien d'ailleurs rapporter ce que je dis là, enfin cette théorie, aux événements les plus récents de l'histoire de France, vous verrez qu'on est absolument dans cette réalité. Donc, le but de la manœuvre, c'est de prendre le contrôle du système de perception d'autrui sans être soi-même perçu, puis d'y introduire des effets en réécrivant les relations de cause à effet, de sorte qu'autrui, le récepteur, se trompe quand il essaye de les remonter pour comprendre la situation présente. Vous avez bien entendu la manipulation. Ce que Yasmina Reza, dans un livre qui s'appelle L'Aube, le soir ou la nuit, paru en 2007, a rapporté d'un conseiller de campagne de Sarkozy qui disait « La réalité n'a aucune importance, il n'y a que la perception qui compte ».
et la manipulation est dévoilée. Alors, les objectifs de cette manipulation, naturellement, sont à la fois nationaux, internationaux. C'est un contrôle social, destruction de la vie humaine, ça va jusque-là, on en parlera tout à l'heure. Ceux qui ont d'ailleurs eu la curiosité d'écouter l'émission d'hier, je recevais le docteur Delépine, et le docteur Delépine, qui est pourtant un médecin académique, donc quelqu'un qui a fait toute sa carrière dans l'université, dans l'hôpital, dans la recherche certes, mais dans l'hôpital, eh bien, ce médecin est obligé aujourd'hui, confronté à la réalité, comme elle le dit, elle est obligée elle est très inquiète sur l'avenir de l'espèce humaine. Ça va jusque-là. Ceux qui connaissent le docteur Dickès, je le nommerai tout à l'heure, savent très bien ce qu'est le transhumanisme et ce vers quoi nous allons. Ça fait partie des objectifs internationaux des personnes que je vais citer tout à l'heure. Alors, contrôle social et jusqu'aux destructions, la destruction de la vie humaine, à travers la soumission. Pour les linguistes, soumission, ça vous rappelle quel mot? Ah voilà, islam. Donc soumission, et on va voir le rapport d'ailleurs entre cette manipulation et ce que nous vivons aujourd'hui. Et ça peut aller jusqu'au génocide, et on le voit très bien aujourd'hui. Il y a eu les grands génocides historiques. La Vendée, n'oublions pas que la Vendée, premier ethnocide voté par une chambre des députés, par une représentation nationale, qui décide de massacrer toute une région parce qu'elle est au renseignement qu'ils avaient contre-révolutionnaire. Et dans le système de dépopulation de Gracchus-Babeuf, il est bien dit tuez-les tous, y compris nos amis, parce que si on ne les tue pas tous, on risque d'en oublier. Bon, c'est pour dire la perversité du système. Et puis aujourd'hui, les chrétiens d'Orient, enfin, etc., on peut en trouver plein. Ah ben voilà. Alors donc le projet dont je vous parlais tout à l'heure, c'était le projet Harvard Economic Research Project, qui a été l'extension d'une Operation Research, qui était cette manipulation de la conscience des foules pour éviter les conflits. Mais alors évidemment, ce projet Harvard Economic Research Project a immédiatement s'est enflammé, et comme je vous disais tout à l'heure, la nature humaine sait très bien modifier les choses les plus positives, et la Fondation Rockefeller, qui a financé naturellement ce projet, a fini par inventer un système qui s'appelle, je traduis évidemment, « Armes silencieuses pour guerre tranquille ». Voilà, c'est un slogan, c'est sur tous les documents de ce projet. C'est donc une forme d'esclavage des classes inférieures qui est demandée pour maintenir un certain niveau d'ordre social, de paix, de tranquillité pour les classes supérieures. Et aujourd'hui, on peut constater que toutes les lois qui détruisent, et elles sont mondiales, elles sont générales, toutes les lois qui détruisent la cellule de base de la société qui est la famille, participent à cette destruction et à cette mise en esclavage des individus. On peut voir également que l'instruction qui est ramenée aujourd'hui au plus bas niveau, vous voyez les chiffres de l'évaluation des classes françaises par rapport au niveau européen, par rapport au niveau mondial, nous sommes, je ne sais plus, au 10e rang du sondage PISA, enfin, etc. Donc on est en train d'enfouir absolument l'intelligence, la conscience des peuples, de façon à pouvoir mieux les manipuler. Alors, à la place des balles, c'est le développement des armes silencieuses pour guerre tranquille. Eh bien, au lieu de tirer des balles, on va tirer des situations qui auront naturellement des dommages physiques pour les personnes, des dommages mentaux qui vont interférer sur la vie sociale quotidienne et qui interdisent par la fascination, et c'est là où on va parler du média, une prise de conscience rationnelle. Les gens inconscients, c'est dans la nature humaine, vont s'adapter aux situations, ils vont apprendre à tolérer les répercussions sur la vie quotidienne. C'est ce que nous faisons aujourd'hui. Aujourd'hui, nous sommes dans un état d'urgence. On pourra en parler tout à l'heure, d'ailleurs, on pourra développer. Mais on va s'adapter à tout cela et on va être membre, même participant à ce qui se passe aujourd'hui. Elles attaquent donc
ces situations vont attaquer la vitalité et les options des individus, en un mot, la rationalité que nous avons tous en nous lorsqu'on a la tête pas trop mal faite. Meyer Armschel Rothschild disait « Donnez-moi le contrôle sur la monnaie d'une nation et je n'aurai pas à me soucier de ceux qui font les lois. » Et c'est le principe qui va diriger tout cela, à savoir qu'on va utiliser toutes les techniques de marketing, toutes les techniques de vente, toutes les techniques qui appellent au réflexe. Vous savez qu'aujourd'hui, lorsque vous achetez un produit, surtout sur Internet, bien sûr, le frère nous en parlait tout à l'heure, vous êtes immédiatement catalogué, on sait exactement quels sont vos goûts, quelle est la somme que vous êtes prêt à investir pour tel ou tel bien de consommation, et étonnez-vous après, mais après c'est 2 heures plus tard, de recevoir des publicités sur votre ordinateur qui concernent très exactement le produit que vous venez d'acheter, ou la gamme de produits que vous venez d'acheter. C'est donc que vous êtes sous surveillance totale. Je vous donnerai quelques exemples tout à l'heure. Donc, la diversion, c'est la première stratégie, c'est la confusion désorganisée. Il faut décourager l'activité de l'esprit des gens, il faut augmenter leur émotivité, et les attaques émotionnelles que nous subissons, c'est tous les jours. Si vous êtes pauvre malheureux des téléspectateurs, vous savez très bien qu'un enfant qui regarde, enfin je crois que l'adulte aussi, aujourd'hui la moyenne ça doit être presque 6 heures par jour devant son poste de télévision. 6 heures par jour. Et on ne parle pas des écrans Internet. Il voit en une semaine 375 meurtres, 75 viols, 1000 agressions, enfin, etc. Bon. À travers les films, à travers tout ça. Donc, il faut augmenter l'émotivité, les attaques émotionnelles qui concernent la violence ou le sexe, bien évidemment. Il faut donner ce qu'attendent les gens. Et ça, c'est tous les programmes de télévision. C'est-à-dire ce que les Américains appellent le junk food, c'est-à-dire la nourriture du plaisir, la nourriture de... C'est ce que disait M. Lelay. La télévision française, TF1, est chargée de faire de l'espace dans le cerveau des gens pour vendre du Coca-Cola. Au moins, il a été honnête. Au moins, c'est dit. Il n'y en a pas beaucoup qui le sont. Donc, on voit que à travers les médias, mais à travers le spectacle, mais aussi à travers l'histoire qu'on réécrit sans cesse, à travers ce qu'on a appelé les lois mémorielles. N'oublions pas que les lois mémorielles servent à entretenir la mémoire. Côté positif, indispensable, nous avons une culture et on veut l'entretenir. Ah oui, seulement ces lois mémorielles, par la même occasion, interdisent aux historiens, sous prétexte de révisionnisme, de travailler l'histoire. Et à partir de ce moment-là, il est bien évident que c'est une histoire officielle qu'on va apprendre à nos enfants. Et cette histoire officielle n'est pas tout à fait... Lorsque Roger Olindre vous a fait cette conférence à ma place, eh bien, vous savez qu'il y a beaucoup à dire sur la façon dont on enseigne l'histoire aujourd'hui. Je n'en veux pour preuve, le colonel Leparieux est à côté, on a fait 4 émissions sur le travail du colonel Leparieux sur les relations Pétain-de Gaulle. Tout le travail est encore à faire. Historia, hors série, vient de publier un article, un numéro, où il nie quasiment que Pétain puisse être le vainqueur de Verdun. Voilà. Et ils nous disent que c'est la manipulation des esprits qui permet d'avoir pensé que Pétain pouvait avoir un rôle dans la bataille de Verdun. C'est tout de même assez extraordinaire. Et officiellement, le gouvernement, on n'en entendra pas parler. On n'en entendra évidemment pas parler. Alors, on reverra ça tout à l'heure. Toujours est-il que toutes ces théories, parce que tout ça consiste à des théories, on nous objecte souvent à la théorie du complot, comme disait le frère, mais tout ça a été développé, théorisé. Alors, je retiens un nom pour ma part, parce que le titre du livre qui a été traduit en français en 2003 est assez intéressant, c'est L'art de la supercherie. Et c'est un sociologue qui s'appelle Kevin Mitnick qui a théorisé tout ça dans cette formule, c'est l'art d'induire autrui en erreur et d'exercer un pouvoir sur lui par le jeu de ses propres défaillances et par les angles morts de son système de perception et de défense. Système qu'on aura pris soin, bien évidemment, de modifier auparavant. Alors, parvenu à ce stade de modélisation de la population, cette ingénierie
politico-social, comme on dit aujourd'hui, consiste ni plus ni moins que dans un travail de programmation et de conditionnement des comportements, ou plutôt de reprogrammation et de reconditionnement, car pour cela, il faut infliger aux populations des chocs méthodiques, car il est nécessaire au préalable d'effacer les modes de configuration, là je lis, provoquer l'amnésie par un traumatisme fondateur ouvrant une fenêtre d'action sur la mémoire du groupe. Ça a été largement développé par un auteur qui s'appelle Naomi Klein dans la stratégie du choc, et lui, il va très bien, puisqu'il analyse toutes les dernières grandes catastrophes que nous avons connues dans le monde, et qu'il démontre, je dis bien, il démontre que ces catastrophes ne sont pas un hasard. On peut d'ailleurs, pour ceux qui ont eu la chance de se promener dans les rues de Paris le 11 janvier 2015, ils peuvent relire la stratégie du choc de Klein pour voir s'il n'y a pas des comparaisons à effectuer. En mai 2009, le Center for Public Integrity, pardon, c'est souvent aux États-Unis qu'on fait ce genre de recherche. Parce que pour moi qui suis sur Radio Courtoisie, il n'y a pas de cochon ici, je ne peux pas mettre d'euros. L'Association américaine de journalistes d'investigation dit « Les banques américaines et européennes n'ont pas été des victimes de la crise financière qui a éclaté aux États-Unis en 2008. » Et on sait ce qui a eu lieu dans le monde entier d'ailleurs. Mais ils sont coupables de l'avoir délibérément provoqué. Ça a été repris par l'agence France Presse le 6 mai 2009. C'est donc une information qui est livrée au grand public, qui naturellement n'a pas les éléments pour pouvoir comprendre cette situation, sinon qu'ils se rendent bien compte et qu'ils s'inquiètent, parce que tout d'un coup, leur livret de caisse d'épargne prend une certaine tendance à la gîte. Ces choses ont été largement expliquées par un éditeur qui s'appelle, je vais vous dire à l'instant son nom, je viens de le manger, les éditions Jardin des Livres, qui a publié par exemple, Jovanovic, merci, qui a publié l'extraordinaire livre de Blythe Masters, qui est la mathématicienne. La mathématicienne, elle n'est pas économiste, elle est mathématicienne et elle a développé des algorithmes qui ont créé cette crise. Voilà. Le dernier numéro du Monde diplomatique, d'ailleurs, du Courrier international, fait un numéro complet sur ces algorithmes qui nous gouvernent. Demain, nous serons tous, qu'on le veuille ou non, parce que nous faisons partie du système, je reprendrai ça tout à l'heure, mais demain, nous serons tous pilotés par des algorithmes mathématiques à travers Internet et à travers le transhumanisme que dénonce le Dr Dickès en particulier, mais il n'y a pas que lui, parce que demain, nous aurons une puce qui sera greffée. Et ça a été c'est déjà vrai, ça a été expérimenté au goulag soviétique, lorsque on mettait un numéro tatoué sur le crâne rasé des prisonniers, et ce numéro, vous l'avez, il est partout. Regardez bien sur toutes vos affaires, vous avez un numéro qui est le barcode, et vous verrez, mais ça c'est une incidence, c'est le hasard naturellement qui préside, les grands chiffres, les grandes lignes, il y a 3 grandes lignes de chaque côté puis au milieu, c'est le 666, c'est un hasard sans... Alors je continue. Milton Friedman aussi, qui a été très connu parce qu'il y a eu un certain nombre de films sur ses expériences, en 1982, qui dit « Seule une crise réelle ou supposée peut produire des changements. Détruire les économies nationales, locales, en les dérégulant, en libéralisant, pour les réguler, en les plaçant sous la tutelle d'entreprises multinationales, privées ou d'organisations transnationales, telles que le Fonds monétaire international, qui est là, effectivement, pour capter l'ensemble de ces dérégulations, en quelque sorte. Et c'est le côté positif des choses, on nous explique que, il y a le Fonds monétaire pour soutenir l'effort financier des banques en perdition, des États, etc. En fait, c'est une grande manipulation. Alain Minck le dira, Alain Minck, là aussi une icône, seul un événement traumatique les réveillera, il parle de nous, seul un événement traumatique les réveillera,
tant l'effet du 11 septembre 2001 s'est évanoui. Ce peut être une fausse alerte à Londres, un cybervirus. Les démocraties n'anticipent jamais, mais elles réagissent. L'opinion, en effet, interdit les mesures préventives qui bousculeraient la vie quotidienne, mais elle accepte les décisions qui suivent un événement traumatique. Rien ne serait mieux pour nous mettre en alerte qu'un gigantesque canular. Dès lors, il parle du 11 septembre 2001, hein, rien ne... un gigantesque canular. Dès lors qu'il aura suscité une panique, un faux chantage nucléaire serait donc une bonne pédagogie ou un bon attentat. Et ça, c'était en 2009, dans un livre qui s'appelle « 10 jours qui ébranleront le monde », paru chez Grasset, page 122. Voilà. C'est-à-dire ce sont des choses qui sont dans... Il suffit de les lire. Bon. En France, depuis l'administration Sarkozy, mais je ne ferai pas de politique, la société subit, est l'objet même d'une destruction totale, méthodique, méticuleuse, destruction accompagnée bien sûr d'un très gros travail de fabrique du consentement de sa population. Une dégradation sans précédent des conditions de vie, afin de les aligner sur celles de la mondialisation libérale. Une révision du statut pénal du chef de l'État de février 2007, d'ailleurs, montre qu'ils ne sont pas fous, et ils le savent. Puisque, avant, le chef de l'État qui était pris à abandonner le territoire national, par exemple, à se séparer d'une certaine partie du territoire national, était accusé, pouvait être accusé de haute trahison. Alors, la haute trahison a disparu, et aujourd'hui, on peut éventuellement chercher des comptes au président pour manquement à ses devoirs manifestement incompatibles avec l'exercice de son mandat. Voilà. Quand ces choses-là sont dites, en un mot, on peut vous imaginez tout ce qu'on peut supposer derrière ça, et tout ce qu'on peut ne pas supposer. Il faut donc une destruction créatrice. Ce sont les termes, donc, de cette théorie. Et destruction créatrice, ça rappelle le dissoudre et coaguler. Bien. Jean Monnet, le fondateur de l'Europe, qui était un agent américain, comme chacun sait, mais enfin, bref, les hommes n'acceptent le changement que dans la nécessité, et ils ne voient la nécessité que dans la crise. Par conséquent, l'alliance entre le mensonge et un certain nombre de techniques de déconstruction programmée des équilibres socioculturels permet de définir ce qu'est le pompier pyromane. Créer en amont de l'insécurité pour créer en aval une demande de sécurité et y répondre par une offre sécuritaire. Voilà, toute situation qui vous rappellerait des éléments récents est naturellement fortuite. L'antiterrorisme tient donc comme mode de gouvernement reposant sur la diffusion d'une peur inductrice de soumission dans les couches populaires. Donc l'État, à ce moment-là, a absolument besoin des terroristes, réels ou fictifs. Au-delà d'un certain seuil démographique, on sait que l'idéal politique de la démocratie directe doit céder sa place au système de représentation, avec tous les phénomènes de confiscation élitaire du pouvoir qui lui sont consubstantiels. En un mot, nos élites dirigent pour nous, nous n'avons plus rien à dire, nous sommes totalement conditionnés par cette désinformation d'État, mais qui est naturellement diffusée par les médias. On va parler des médias alternatifs dans une seconde. C'est donc grâce aux nouveaux outils, et ça c'est nouveau, par rapport aux études que faisait par exemple Marshall McLuhan, il n'avait pas encore les éléments de recherche en neurosciences par exemple, en manipulation du cerveau, en contrôle du cerveau, le mind control. Il n'avait pas ces éléments pour pouvoir prolonger ses études, mais les nouveaux outils des sciences de la gestion, le marketing, le management, la cybernétique, etc., les élites politiques ont pu faire l'économie de toute forme d'axiologie, de discussion même sur les valeurs. D'ailleurs, on vous parle aujourd'hui sans cesse de valeurs de la République. Avez-vous entendu un seul homme politique les définir? Il n'y a aucune valeur de la République, on ne sait pas ce que c'est. Sinon que, historiquement, on sait que la République est née dans le génocide, dans le meurtre,
la guillotine, dans le sang, dans la terreur. Bien. Mais depuis, on nous parle de valeurs de la République. Attendons d'avoir une définition. On peut parler des valeurs de la France, mais cela, on ne les entend jamais. D'ailleurs, le terme même de France est inconnu de la plupart de nos hommes politiques. Et quand par hasard, il y en a une qui l'utilise pour parler de la race française, elle se fait taper sur les doigts. En un mot, on consacre une technologie organisationnelle des populations à la place de ces fameuses valeurs qui sont le ciment d'une nation, le ciment d'un peuple. En l'espace de quelques décennies, les pays développés sont donc passés d'un contrôle social fondé sur le langage, fondé sur la relation, fondé sur l'interlocution, sur l'activation des fonctions de symbolisation d'une société, le drapeau français par exemple. Je rappelle que le président de la République a eu le culot de dire aux Français « agitez les petits drapeaux à vos balcons », alors que 3 semaines avant, il a mis Jean Zay au Panthéon, Jean Zay qui conchiait le drapeau français en disant que c'était un torche-cul. Il faut quand même savoir de quoi l'on parle. Donc, l'activation de ces fonctions de symbolisation, contrôle social reposant sur la programmation comportementale des masses au moyen de la manipulation des émotions et de la contrainte physique. Les sociétés humaines, ça c'est Bernard Stiegler qui l'a dénoncé, là aussi c'est encore un sociologue qui, d'une façon un peu compassée peut-être, nous dit que les sociétés humaines sont en train de passer d'un surmoi symbolisé, ce qui constituait les peuples, la culture, la civilisation d'un peuple, la loi au sens général, à un surmoi automatisé, la contrainte technologique pure, après une transition par une sorte de surmoi émotionnel émanant du spectacle. Voilà. Et nous en sommes à cette définition. Et nous faisons partie du système. C'est là où c'est nouveau. C'est-à-dire que, quelle que soit notre façon... je parle à des privilégiés, si je puis dire, parce que si vous êtes là, c'est parce que vous réfléchissez encore un peu. Mais la plupart des gens, et il ne faut pas les fustiger, il faut au contraire les aider à dépasser tout ce qu'on leur balance aux 20h sur toutes les chaînes de télévision, de façon à ce qu'ils aient conscience qu'ils reprennent leur leadership, pardon, encore un mot anglais, mais leur façon de penser à eux, parce que c'est ce qui constitue la personnalité humaine. Quand elle ne peut faire autrement que de reconnaître l'existence d'un problème sensible et résistant, alors nos élites politiques n'ont de cesse de la minimiser, tout en s'efforçant d'en brouiller la perception. Il faut la ramener au cadre connu, au cadre explicatif vulgarisé, et surtout, il faut en masser les causes véritables, car les choses vont se calmer d'elles-mêmes, rentrer dans l'ordre avec le temps, et puis, nous dit Malika Sorel, qui a été au gouvernement, n'oublions pas, hein, c'est elle, page 35, qui faisait ce petit paragraphe, la Providence y pourvoira. Voilà, c'est très exactement ce qu'on nous dit, rassurez-vous, tout est sous contrôle. C'est ce que disait l'ingénieur en chef de Tchernobyl avant que ça pète. La situation est sous contrôle. Alors tout ça n'est possible que par la surveillance globale. Alors qu'est-ce que la surveillance globale? Ben là encore, c'est une théorie, c'est aussi une pratique, c'est aussi le titre d'un livre d'Éric Sadin. Et ce livre a été écrit juste après les attentats de septembre 2001, car à la suite de ces attentats, dont plus aucun Américain aujourd'hui ne croit à la version officielle. Il faut le savoir. Lorsque vous allez aux États-Unis et que vous parlez de ça, je ne parle même pas des compagnies d'assurance qui se sont rendues compte qu'on avait tenté de les flouer d'une façon absolument merveilleuse, mais il faut savoir que lorsque vous étiez, avant que les tours ne tombent, lorsque vous vouliez monter dans ces tours, ce qui m'est arrivé 2 mois avant les attentats, dans les tours du World Trade Center, ce sont des tours qui hébergeaient dans les bureaux entre 30 et 40 000 personnes. Et tous les matins, on faisait 45 minutes d'attente, alors qu'il y a des batteries d'ascenseurs qui montent à la vitesse des fusées pour pouvoir desservir tous les étages. Bien. Il y a eu 2843 victimes officielles. Après 10 000 demandes d'indemnisation naturellement. Mais ça, les assurances américaines ont fait le tri. Bien. Or, sur ces 2843, il y a plus de 300 pompiers. Car eux, on leur a dit, les petits gars, il faut monter, et n'écoutant que leur courage, ils sont montés, donc ils sont morts. Où étaient les 30 000 autres qui n'étaient pas dans les tours?
Bien. Donc la surveillance globale, c'est juste après ces attentats dont on peut encore poser 1000 questions sur la réalité, eh bien, c'est le Patriot Act. Et le Patriot Act a permis au gouvernement américain la surveillance électronique dans des programmes absolument gigantesques. Par exemple, le Total Information Awareness et un autre, le Multi-State Antiterrorisme Information Exchange, qui s'appelle le Matrix. C'est l'acronyme de Matrix. C'est rigolo, c'est un feuilleton télévisé américain. Voilà. Toujours est-il que ces deux programmes permettent de contrôler totalement la population américaine. Et avec des systèmes de surveillance, parce qu'en Europe, nous les avons développés aussi, alors ils portent d'autres noms, il y a l'Indect Project par exemple, c'est la détection automatique de comportements anormaux et de menaces. Vous mettez tout ce que vous voulez là derrière. C'est l'ADAPS, l'Automatic Detection for Abnormal Behavior, ça veut dire à peu près la même chose, hein, on threats in crowd space, voilà, dans les espaces de foule. Et alors, anecdote, ça s'est passé la semaine dernière, 2 chefs scouts qui organisent un jeu pour leurs petits scouts. Ce téléphone, ils n'ont pas de casier judiciaire, ils ne s'appellent pas Wakid ou Mohamed, ils sont en train de se parler au téléphone, sur leur portable. Et il y en a un qui dit, on se donne rendez-vous à la Syrie, et n'oublie pas de prendre le pick-up du chef. Bien. Alors évidemment, l'ordinateur qui analyse la parole, qui sort les termes ambigus, les termes dangereux, détection automatique de comportement anormal et menace, immédiatement sort la fiche, ils font 72 heures de garde à vue. Parce que l'ordinateur n'a pas compris que la Syrie, ça s'écrivait S-C-I-E-R-I-E. Voilà, c'est pour dire où l'on peut aller. En France, bien sûr. Ça veut dire que ces 2 chefs scouts, alors que ce ne sont pas des méchants, enfin, apparemment, sont surveillés eux aussi. C'est quand même formidable. Bien. Alors, il faut savoir qu'en France, et on ne parlera que de ça pour ne pas dévoiler des secrets d'État, le ministère de l'Éducation nationale, dès 2008, organisé par Internet, enfin confié à une entreprise spécialisée qui s'appelle Stratégie d'Opinion I&E, en 2008 donc, a sous-traité la scrutation, ça s'appelle, des forums de discussion sur Internet. Alors j'ai le texte parce qu'on le trouve sur Internet. Vous allez sur le ministère de l'Éducation nationale et vous trouvez l'appel d'offres. Alors ça s'appelle Veille de l'opinion. Et en 2008, avant les attentats donc, le ministère de l'Éducation nationale confiait pour la somme pour l'appel d'offres de 220 000 € hors taxes par an, confiait une mission donc à cette entreprise. Alors l'objectif était, le dispositif de veille en question vise en particulier sur Internet à identifier les thèmes stratégiques, pérennes, prévisibles ou émergents, identifier et analyser les sources stratégiques ou structurant l'opinion, et pour ce faire, repérer les leaders d'opinion, les lanceurs d'alerte et analyser leur potentiel d'influence et leur capacité à se constituer en réseau. Ça, c'est dans l'éducation nationale, hein, c'est pour les profs. Décrypter les sources des débats et leur mode de propagation. Repérer les informations signifiantes, en particulier les signaux faibles. C'est-à-dire qu'il ne faut vraiment pas être en dehors des clous. Suivre les informations signifiantes dans le temps. Relever les indicateurs quantitatifs, volume des contributions, nombre de commentaires, audience, etc. Rapprocher ces informations et les interpréter. Anticiper et évaluer les risques de contagion et de crise. Alerter et préconiser. Il y en a 8 pages. Ceux que ça intéresse, vous pourrez prendre les références. Ça s'appelle Cahier des clauses particulières du 15 octobre 2008. Voilà. C'est pour vous dire que déjà à cette époque, on était complètement fliqués. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, vous allez me dire, je vais aller un peu vite quand même, vous allez me dire que, évidemment, nous sommes dans une situation aujourd'hui où toutes les mesures qui sont prises se justifient. Oui, sans aucun doute. Sauf que les mesures qui ont été votées par quasi l'unanimité du Congrès français réuni à Versailles, à la demande du président de la République, moins 6 députés qui n'ont pas voté, ces mesures d'urgence, d'état d'urgence, avaient été déjà annoncées le 6 novembre par M. Bernard Cazeneuve, donc quelques jours avant, uniquement pour, alors qui ne s'appelait pas l'état d'urgence à ce moment-là, mais pour les mesures pour protéger les chefs d'État qui venaient pour la COP 21.
Et effectivement, lorsqu'on détaille les mesures de l'état d'urgence, on est exactement sur les mêmes mesures. Contrôle des frontières, ce qui me semble tout à fait logique, rétention administrative, ce qui n'est pas moins logique. Seulement, la rétention administrative qui a été utilisée à partir du mois de novembre, c'est une rétention qui, effectivement, a mis en prison quasiment, enfin en prison, en rétention administrative, pardon, je retire le terme, donc 1000 personnes, 1000 écologistes, mais pas 1000 terroristes. Bien. Alors là-dessus, il y en a d'ailleurs quelques-uns, peut-être un peu plus terroristes que les autres, qui ont fait des recours au Conseil d'État et qui ont gagné d'ailleurs. On en connaît un, Omar, je ne sais plus trop qui. C'est dans la presse, là aussi. Tout est dans les journaux. Tout est dans les journaux. Pas forcément en première page. Il faut parfois aller dans les petites annonces. Il faut parfois aller en bas de page. Mais on apprend qu'effectivement, il y en a certains qui ont réussi à faire lever cette rétention administrative parce qu'ils pensaient ne pas, il n'était pas terroriste et ils pouvaient le prouver. Bien. C'est donc, moi ce que je veux dénoncer, c'est évidemment l'ambiguïté des choses. C'est-à-dire que l'état d'urgence, on peut dire ce que l'on veut derrière. C'est d'ailleurs ce que les manifestants d'hier, de samedi, pardon, ont dit en disant « arrêtons l'état d'urgence ». Cet état d'urgence qui, naturellement, est très utile pour l'antiterrorisme, qui est indispensable pour l'antiterrorisme, que les choses soient bien claires, qui donne effectivement des moyens aux services de police et de gendarmerie pour pouvoir lutter contre le terrorisme, ce qui est tout à fait fondé dans notre pays. Seulement, ça donne aussi au pouvoir d'utiliser ces mesures pour toute autre chose. Et par exemple, de prolonger cet état d'urgence jusqu'à l'été. La dégradation de la liberté d'expression et d'opinion s'est accélérée évidemment après les attentats. La marche pour défendre la liberté a été récupérée politiquement, ça tout le monde le sait, il n'y a plus raison de l'empêcher. Mais souvenez-vous de cette journaliste qui, à la télévision, disait qu'il fallait partout pourchasser ceux qui n'étaient pas Charlie. Dans l'éducation nationale, elle préconisait que l'on fasse des fiches sur les enfants, sur les jeunes, qui n'étaient pas Charlie. Car contrairement à ce qu'a dit la grande presse, et je le disais, je ne sais plus à qui tout à l'heure, il se trouve que le 13 janvier, je me trouvais dans un lycée public à Aulnay-sous-Bois devant 460 jeunes du 2e cycle, et pour beaucoup des jeunes en section professionnelle, pour leur parler du sens du partage. Ça a été un chahut absolument noir jusqu'à ce qu'un jeune m'interpelle en me disant « T'es Charlie, toi, mon gars ?» Et quand j'ai dit que je n'étais pas Charlie, j'ai eu le droit à une ovation absolue. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'on pense, la France n'était pas forcément Charlie. Ça se dit beaucoup plus aujourd'hui, d'ailleurs. Les gens ne sont pas dupes, ils savent très bien qu'ils se sont fait absolument rouler dans la farine. L'État a failli à son devoir premier de protéger la nation, car on sait aujourd'hui que tous ces terroristes avaient déjà été fichés, pour beaucoup emprisonnés, qu'ils avaient été libérés par des lois dont on sait qu'il les a faites, etc. Il a laissé s'installer, puis s'enraciner le communautarisme et a promulgué le multiculturalisme. Le gouvernement n'ose même plus parler des valeurs de la France, donc de celles qui ont constitué notre patrie, notre nation depuis plus de 1000 ans. Il ne parle que des valeurs de la République, régime politique bien jeune, encore né de la Révolution, de la terreur, du génocide, je l'ai dit tout à l'heure. L'assimilation se joue sur le registre moral et affectif, jusqu'à preuve du contraire, car on nous demande d'être complices, en quelque sorte, de cette assimilation nécessaire sur une vague migratoire qu'on ne contrôle pas, que nos gouvernements eux-mêmes ne contrôlent plus. Et il faut savoir que la France a toujours été effectivement une nation d'accueil, mais à partir du moment où on transforme cet accueil en discrimination qu'on a appelée positive pendant une certaine époque, n'oublions pas que ça c'était dans le gouvernement précédent, eh bien à partir du moment où on nous oblige à valoriser la discrimination positive, eh bien c'est ce qui s'appelle se tirer une balle dans le pied. Discrimination positive pour les jeunes de la diversité, ce qui est sans doute humainement une bonne solution, c'est aussi une discrimination négative pour ce qu'on appelle des Français de souche, tout simplement. Il faut toujours voir l'ambiguïté des termes. Rappelez-vous, pour ceux qui font attention aux choses, à la spirale de division et de haine organisée par le gouvernement de l'époque, une France ethno-racialisée, avec les propos de Liliane Thuram, par exemple, à la Coupe de France 1998, qui invitait les journalistes à prendre la photo des Noirs de l'équipe, mais pas de l'équipe Black Blanc Beurre
que le gouvernement préconisait. Bien. Ça, c'est Liliane Thuram lui-même, il y a des déclarations. Rama Ayad, qui a été ministre dans ce gouvernement, dans le précédent bien sûr, 30 janvier 2008, sur le Bondi Blog, au dîner du Conseil représentatif des associations noires, le CRAN. Imaginez qu'on crée ce soir le Conseil représentatif des associations blanches. On se retrouve tous en cabane demain matin. Bien, elle était secrétaire d'État auprès du ministre des Affaires étrangères, chargée des Affaires étrangères et des droits de l'homme. Et elle déclare, dans une conversation bien sûr, Sarkozy avait fait 50% de chance, qu'est-ce qu'on fait s'il gagne? Elle a été dans son gouvernement. Et en plus, il a gagné. Qu'est-ce qu'on fait, dit-elle? C'est fini pour les Noirs, point d'interrogation. Et ça a été publié dans 20 minutes le 7 avril 2008. Le CRAN, je le rappelle, a été créé en 2005, après les émeutes de la Toussaint Grise. Christiane Taubira, alors députée, est présente lors de la création de cette fédération des associations noires de France. Elle s'y félicite de l'initiative qui amplifie et rend plus crédible l'expression des associations. Je cite. Cependant, consciente de la dangerosité de l'affaire, parce qu'elle est intelligente, elle met en garde, perversement intelligente, elle met en garde contre certains dangers. Ouvrez les guillemets à nouveau. C'est un sujet sur lequel il faut être à la fois audacieux et prudent, car il peut nous revenir en boomerang. En un mot, nos gouvernements, nos élites, ont parfaitement conscience de la dangerosité de ce qu'ils font. Mais parce qu'ils sont pris elles-mêmes, elles sont prises, ces élites, elles-mêmes, dans un système qu'elles ne contrôlent plus, ou plus exactement que d'autres contrôlent pour elles, eh bien, elles sont tenues. Et je finirai très rapidement, lorsque je parlais de cette discrimination, Valérie Pécresse, dont on entend un peu parler aujourd'hui, déclare, fidèle au discours de Nicolas Sarkozy du 11 janvier 2010, la ministre donc rappelle la teneur du contrat, une charte pour l'égalité des chances à valeur contraignante pour les grandes écoles. Une charte pour l'égalité des chances à valeur contraignante pour les grandes écoles. Si le volontarisme ne suffit pas, il faudra envisager d'autres solutions et il faudra modifier le contenu des concours, qu'ils soient revus, qu'ils soient réexaminés avec attention, les épreuves socialement discriminantes et qu'il soit apporté des correctifs. Voilà. Ça signifie que il faut modifier les épreuves pour les jeunes de la diversité, de façon à ce qu'ils intègrent les grandes écoles. Voilà. Ce qui m'est arrivé une fois dans un jury pour engager un rédacteur dans une revue qui paraissait quand même à 60 000 exemplaires, donc c'était une revue sérieuse, et on sélectionne les candidats. On avait tapé très fort dans les annonces en disant on veut du solide, on veut du lourd, comme on dit. Donc on envoie l'annonce sur tous les réseaux, Sciences Po, etc. Et on voit arriver 5 jeunes. On s'attendait à en avoir 50. Il y en a 5 qui viennent. On ne les payait pas très cher, c'est peut-être pour ça. Toujours est-il qu'on commence les épreuves et on se dit, puisqu'ils sont 5, on lit leur lettre de motivation et on les reçoit tous les 5. On n'y passera pas 3 jours. Et là, on voit arriver un jeune... Pas une allure, pardon, mais vraiment pas une allure d'un jeune qui sort de Sciences Po. Et on commence à discuter avec lui, lui demander ses motivations, enfin, etc. La lettre de motivation était succincte. C'était « Monsieur, le poste m'intéresse, point. » Bon. Alors, on essaye de creuser un peu, n'est-ce pas, les motivations profondes du jeune qui est arrivé en jean, basket, enfin, etc. Et on lui demande... ce qu'il connaissait pour une revue sur la géopolitique asiatique, donc que vous connaissez vous de l'Asie. Moi je connais rien, c'est bien pour ça que je viens, parce que comme ça je vais pouvoir voyager, etc. Bon, donc au bout d'un moment, on ne savait plus comment le prendre, naturellement. Enfin, il y avait la photocopie de son diplôme de Sciences Po. Donc on lui dit, mais enfin, on a la photo, vous sortez de Sciences Po, vous avez passé le grand oral? Ah non, pas du tout, j'ai pas eu besoin. Non. Ah bon, mais comment avez-vous fait? Ah bah parce que j'ai été 5 ans, il était éducateur dans les quartiers nord d'Asnières, j'ai fait 5 ans comme éducateur responsable syndical, donc je suis rentré à Sciences Po sans concours. Ah bon? Je dis mais c'est formidable, ça va faire plaisir à tous ceux qui passent le grand oral. Bien. Alors donc très gentiment, on lui a dit, bah, écoutez, non, vous ne correspondez pas au poste, donc on lui a signifié par lettre, donc il nous a attaqués pour discrimination. Et pendant 2 ans et demi, cette association a été inquiétée. C'est-à-dire qu'on nous a pris tous nos ordinateurs, téléphones portables, disques durs, pour voir si nous n'étions pas des racistes. Bien.
je passe là-dessus. Voilà. Le sociologue et président du club de réflexion politique autrement, ça s'appelle Politique autrement. Jean-Pierre Le Goff. J'ouvre les guillemets. La gauche en France est une vision globale, dit-il. Pourquoi les gens de gauche ont tellement de mal à être libres, même intellectuellement? C'est un sociologue qui parle. C'est parce que quand ils réfléchissent à un problème, ils pensent aussitôt « mais ma pensée est-elle de gauche ?» Il y a une gauche que j'appelle, dit-il, c'est Jean-Pierre Le Goff qui parle, il y a une pensée de gauche que j'appelle bête et sectaire, pour laquelle la question de l'identité l'emporte sur la question de la vérité. Voilà. C'est donc, alors ça, c'est dans son livre « Comment peut-on être conservateur ?» dans une réplique, plus exactement, dans l'émission d'Alain Finkielkraut, qui vient de rentrer à l'Académie française, sur France Culture, le 25 avril 2015. Il faut citer ses sources pour ne pas être attaqué. C'est donc un embrigadement volontaire qu'on demande à ces gens-là, et sans aucun recul sur les situations, sans aucune intelligence, en un mot. Alors, je pourrais encore citer beaucoup d'autres choses. J'ai pris de nombreuses notes. Je voudrais simplement terminer sur, finalement, quel est le but de toute cette opération de désinformation, désinformation comme outil de décomposition de notre civilisation, et de la France en particulier. Alors, je tirerai la conclusion de M. Brzezinski. M. Brzezinski, n'oublions pas, c'est le conseiller de tous les présidents des États-Unis depuis Jimmy Carter. Mais c'est aussi celui qui a créé Oussama Ben Laden, de toutes pièces. Et M. Brzezinski a proposé deux concepts. Le concept des 2/10 et le concept du Tititainment. Dans le siècle à venir, dit-il, le concept des 2/10, c'est que 2/10 de la population active suffiront à maintenir l'activité économique mondiale. Les autres, c'est lui qui parle, un cocktail de divertissement abrutissant et d'alimentation suffisante permettrait de maintenir la bonne humeur de la population frustrée de la planète. Monsieur Brzezinski. Un Disneyland global fondé sur la consommation et le spectacle. C'est un réenchantement du monde forcé. Et le tititainment, ça vient de la poitrine, des seins, et du tainment, et c'est les jeux et le sexe, en un mot. Voilà tout ce que M. Brzezinski, qui est le conseiller de tous les présidents, dit. Et alors là-dessus, il y a quelques propos plus récents encore, par exemple de Bill Gates. Bill Gates, icône de la réussite mondiale. Bill Gates qui a fait une fondation, et tous les journaux nous ont annoncé que Bill Gates et Melinda, je crois, sa femme, Gates, ont créé une fondation et qu'ils donnent des millions de dollars pour le monde entier, pour la bonne santé du monde. Alors ces millions de dollars sont en fait utilisés pour vacciner les enfants. Vous allez me dire, formidable. Sauf que dans les vaccins, il y a aussi les molécules pour les stériliser. Et c'est dans la bouche de Bill Gates la même chose que Brzezinski. Lui, il ne dit pas les 2/10, il dit 2% de la population doit suffire à faire tourner le monde. Le reste, c'est un peuple d'esclaves. Et par conséquent, et le reste, parce qu'il faudra, peut-être dans le cadre des 2/10, et le reste, il faudra les éliminer. Ces propos ont été repris par George Soros et par Rupert Murdoch. Ce sont des propos que vous trouvez sur Internet. Il suffit d'aller les chercher, aller les lire. Et donc, on comprend bien que le but final de tout cela, c'est de fabriquer une élite mondiale qui dirige le monde, qui possède tout, c'est déjà en voie, il ne faut pas se faire d'illusions, et un peuple d'esclaves qu'on pourra, au pire, éliminer s'il est gênant. Et là-dessus arrive ce que le docteur Dickès nous apprend par la transmutation des gènes, etc. Car à court terme, fin de siècle, on pourra fabriquer l'homme tel qu'on le veut. C'est-à-dire que si on a besoin d'une masse de muscles
pour pouvoir transporter des charges et faire des travaux, on le fabriquera. Et si on a besoin de clones, médicaments, pour pouvoir prendre quelques viscères, etc., on pourra l'utiliser. Vous avez vu qu'aujourd'hui, Europol s'inquiète de 10 000 enfants de fuyants, de réfugiés, qui auraient disparu des listes des entrants et dont on peut imaginer, c'est Europol qui parle, qu'ils sont peut-être dans les réseaux de prostitution ou dans les réseaux de vente d'organes. Bien, c'est Europol qui le dit. Là encore, c'est dans le journal d'aujourd'hui. Bien. Donc, voilà où l'on en est, voilà à quoi sert cette désinformation. On n'a pas fini de se morfondre, mais je rappelle quand même, pour reprendre, pour inverser un petit peu les phrases de Mme Taubira en partant, je rappelle quand même que, d'abord, l'espérance, avec un E majuscule, nous assure que l'amour a déjà vaincu. C'est bon signe. Et puis enfin, je voudrais dire que créer, et nous avons tout à créer dans ce monde, encore aujourd'hui, c'est résister, et que résister, c'est créer. Je répondrai à vos questions. Insensé, ce que vous venez de dire sur les déclarations de Bill Gates et de Brzezinski, on connaît son rôle. Mais quand même, ce sont des propos qu'on peut retrouver et dont on est sûr qu'ils ont prononcés dans un texte officiel ou ce sont des propos rapportés. Alors, ce sont dingue que quand même. Ce sont des propos qui sont déclarés sur Internet. Alors, le danger d'Internet, c'est ça, mais on ouvre les guillemets et on cite la déclaration de Bill Gates. Voilà. Alors ça correspond, oui, mais ça correspond tellement à son action aujourd'hui. N'oublions pas que toute son action tend vers ce contrôle démographique et dans le monde entier. Et ça, on le sait. Des gens très sérieux, des médecins, évidemment, s'en inquiètent. Il n'y a pas de lanceur d'alerte, monsieur, pour ça? Alors, parce que c'est un crime s'il fait ça. Bien évidemment, mais on stérilise les gens, c'est un crime. On l'a vu dans l'histoire. Mais tout à fait. Alors, des lanceurs d'alerte, il y en a. Il y avait une lanceuse d'alerte qui s'appelait Sylvie Simon. Vous avez certainement lu de ses ouvrages. Bon, Sylvie Simon est disparue. Dans des conditions qu'on ne développera pas. Certains pensent que ce n'est pas très naturel, mais enfin, ça, on n'en sait rien et on ne le saura jamais. Toujours est-il que ces travaux sont repris par Claire Sévrac, par exemple, qui est une lanceuse d'alerte absolument extraordinaire, qui fait un travail monumental, qui a la chance d'être multilingue et par conséquent, elle a les documents à la source, elle est capable de les comprendre, de les traduire sans faire de faute. Elle a écrit un livre magnifique, je peux vous le montrer, je l'ai ici dans ma serviette, qui s'appelle La guerre des peuples, la guerre aux peuples, enfin etc. Je vous le montrerai tout à l'heure. Qui est un livre qui dénonce absolument tous ces systèmes. On retrouve dans son livre, et elle n'a pas été contredite, les déclarations de Bill Gates, par exemple. Mais on retrouve dans son livre des déclarations de bien d'autres personnalités qui sont aujourd'hui l'élite de nos gouvernants. La guerre contre les peuples, ça doit être ça. Qui est paru aux éditions Elie et Mado. Voilà, ou contre-culture aussi. Alors, on n'a pas évoqué je parle de contre-culture, immédiatement je vais parler de la théorie du complot. Car lorsqu'on dit les propos que je vous ai tenus ce soir, si je les tenais dans un aéropage différent, on m'aurait dit au bout de 3 minutes, ah oui, mais vous êtes pour la théorie du complot. Non, on n'a pas besoin d'être pour la théorie du complot. On peut simplement constater que tout ce que je vous ai dit, et ce sont pour la plupart des citations, j'ai les références, tout ce que je vous ai dit est à l'échelle du monde. À partir de ce moment-là, on peut se poser la question de savoir qui, dans chacune de nos régions, dans chacun de nos pays, dans chacun de nos continents, tire les ficelles de façon à ce que tout le monde, toutes nos élites disent la même chose au même moment. Il y a quand même quelque chose qui... Alors je ne veux pas parler de théorie du complot, ça ne ressemble à rien. Mais l'avantage de cette théorie, lorsqu'on développe ses propos dans des aéropages un peu moins conciliants, c'est qu'immédiatement, vous êtes interdit de parole. Vous êtes pour la théorie du complot, par conséquent, taisez-vous. Il n'y a pas de discussion possible.
Une simple question. Que pensez-vous de ce que dit Laurent Oberton dans Big Brother? Enfin, je schématise. Big Brother, finalement, c'est chacun de nous qui y contribue. Ça rejoint un peu l'idée de Solzhenitsyn. Le goulag, tout le monde était d'accord finalement pour m'y envoyer. C'est-à-dire qu'on est tous secrètement, moi le premier, excusez-moi, vous, je ne sais pas le dire, complices de ce que vous avez décrit, cet enregistrement, ou de laisser les choses se faire. Ainsi, j'ai été un peu à l'éducation nationale, je me suis aperçu que tous les profs, sauf exception, étaient d'accord pour la dégradation. Voilà. Pour aller en vacances. Alors, je vais tout à fait dans votre sens. C'est évident que nous sommes tous complices parce que le système qui a été mis en place, les théories que je vous ai données, intègrent cette notion de complicité des peuples. C'est le consentement dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est, comme je vous l'ai dit, théorisé par ces gens-là. Nous sommes consentants de notre propre situation. Et c'est là où est le problème. Comment résister à ça? Il y a une résistance dans l'éducation avec justement Anne Coffinier, sa création des maîtres qui ne passent pas par les autres qui sont tous gauchistes. Il y a ces écoles hors contrat où franchement les professeurs sont à peine payés et les célibataires offrent comme s'ils avaient des enfants pour que ceux des autres y aillent. Alors tout à fait, il y a des réactions. Il y a effectivement des îlots de résistance qui aujourd'hui sont infimes, mais qui sont tellement efficaces d'ailleurs qu'ils intéressent beaucoup. Vous savez qu'il y a beaucoup de maires et d'inspecteurs généraux de l'éducation nationale qui s'intéressent beaucoup à l'association Espérance Banlieue, par exemple. Parce que Espérance Banlieue, dans son mode de fonctionnement, a les solutions pour effectivement intégrer, je fais attention aux termes, mais pour intégrer les enfants de ces banlieues. Et on s'aperçoit que le mode d'éducation qui est donné dans ces écoles correspond exactement à la progression qu'au font tous les enfants. Car les enfants ont tous la même façon de... on a beau vouloir nous faire croire qu'un enfant peut vivre avec deux papas, deux mamans, la maman et le chien, enfin, etc. Non. Un enfant a besoin d'un principe masculin et d'un principe féminin, au moins pour la conception. Bien. Et pour après, pour son éducation. C'est comme ça, c'est dans la nature humaine. On veut la modifier, ça on l'a bien compris. Mais en attendant, encore pour quelque temps, c'est comme ça. Et dans ces écoles, ils affirment ces principes. Voilà, il y a des écoles de garçons, il y a des écoles de filles. Même aux États-Unis, on en revient. La mixité générale, l'unisexe qu'on a voulu nous imposer. Alors ça, c'est tout. C'est le Coca-Cola, c'est le gin, c'est tout ce qu'on veut. Bon, eh bien tout ça, on commence à en revenir. Bon, et d'ailleurs, parler aux adolescents, ils ont envie d'être tous pareils, etc. Et je n'en veux pour preuve que, si on veut parler de la résistance, je rappelle la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Ce sont de bons révolutionnaires qui l'ont fait. Alors évidemment, on dit qu'ils vont mentir. Donc, mais en attendant, l'article 5 de cette déclaration dit, ouvrez les guillemets, quand le gouvernement viole les droits du peuple, l'insurrection est pour le peuple et pour chaque portion du peuple le plus sacré des devoirs et le plus indispensable des devoirs. C'est l'article 35 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1793. Amusant quand même. D'autres questions? Oui, j'ai une question à vous poser. Il m'a été rapporté qu'on avait fait exprès de créer la sélection par les maths pour favoriser les enfants de migration. Est-ce que c'est vrai? Ça, je suis pas matheux. J'ai pas de... C'est... ce qui est certain... Enfin, c'est très difficile à dire parce que... je vais vous dire, si ça a eu lieu, c'est parce que les gens qui ont préconisé ça n'ont aucune notion de ce qui se passe à l'étranger. Exemple, pardon, je vais raconter pas ma vie, mais enfin, un épisode en tout cas. Il se trouve que j'ai été contacté un jour par une assistante sociale d'un collège, dans le 13e arrondissement, qui me signale une gamine de 10-11 ans qui arrive le matin avec 2 valises, qui repart le soir avec 2 valises, et un 29 juin, elle la convoque dans son bureau en lui disant, mais elle était en 5e. Et elle lui dit, mais où vas-tu ce soir? Je te vois arriver avec 2 valises, tu repars. Enfin, dit la fille, je sais pas trop, je vais voir, j'ai des amis à Ivry peut-être, ou à Palaiseau, enfin, mais attends, mais c'est pas à 10 ans dans la rue, enfin, mais elle était d'origine vietnamienne, mais tu as une famille? Ben non, pas du tout, non, je suis toute seule, mais alors, bon,
l'assistante sociale le savait parce qu'ils offraient déjà la cantine, enfin, etc. Je fais court. Cette fille, donc, on m'appelle, il trouve mon nom sur Internet, je vais la voir, et sur le moment, je lui dis, mais qu'est-ce qu'elle fait là? Elle rentre chez elle, dans sa famille, puisqu'elle a encore de la famille. Et elle me dit dans quelle région elle habite. Et cette région, je la connais très bien, c'est une région qui est déshéritée au possible, qui est d'une pauvreté absolument épouvantable. Et la directrice de l'établissement que je rencontre me dit, vous savez, c'est pitié, si on la renvoie là-bas, parce que je lui dis, il n'y a pas d'école là-bas, c'est clair, elle retourne à la rizière, quoi. Elle va ramasser du sel sur le bord de la plage. Et elle me dit, c'est catastrophique, cette fille est hyper douée. Bien. Donc, je fais court, je l'accueille, et elle passe son brevet, 19,5, mention très bien. Le directeur de Louis le Grand a son dossier, il la convoque, il me dit, je la veux absolument. Je lui demande si c'est parce que c'est un cas social ou quoi que ce soit. Mais non, pas du tout. Regardez ce que j'ai marqué, niveau scientifique exceptionnel. Très bien. Elle intègre Louis le Grand, elle fait ses classes préparatoires. Et d'abord, en seconde, il se trouve que, en remplissant sa fiche, sa prof de maths à Louis le Grand, à l'époque plus jeune agrégée de France, était une ancienne amie d'enfance. Donc, elle voit mon nom, parce que j'étais un peu son tuteur, en quelque sorte. Donc, je reprends contact avec cette femme que je n'avais pas vue depuis des 30 ans, et on l'invite à dîner, et pendant le repas, je pose la question à Zon, c'est son prénom, et je lui dis, es-tu contente d'être à Louis le Grand? Et la gamine, naturellement, dit devant sa prof de mathématiques, ah oui, je suis très très contente, et la prof me dit, vous savez, elle est formidable. Bon. Et elle dit à sa prof, puis en plus, en seconde à Louis le Grand, elle dit, en plus je suis contente parce que je retrouve mon niveau de maths de 5e. Alors, la prof la redire, elle me regarde, elle me dit, elle se fout de moi ou quoi là? Je lui dis, explique-toi, elle n'a pas bien compris sans doute. Bon. Alors je lui dis, mais explique-toi. Alors en 5e, la première 5e qu'elle avait faite au Vietnam, elle était dans une classe unique, 120 gosses, de la maternelle à la terminale, avec un instituteur qui faisait cours pour 120 gosses, dans une école délabrée, pas un bureau, pas un papier, pas un banc, assis par terre, quelques ardoises pour les plus petits. Et la gamine, en seconde, retrouve son niveau de mathématiques de 5e au Vietnam, dans des conditions dans lesquelles on peut se dire qu'est-ce qu'ils peuvent glandouiller là-dedans, quoi, ils peuvent rien faire. Bon. Eh bien, elle retrouve son niveau de mathématiques de 5e. Elle est en seconde à Louis le Grand. Là, elle a terminé ses études, elle a terminé l'école des mines, et elle fait un master précisément de conception d'algorithmes mathématiques, etc. Mais voilà, donc une gamine. Alors ça, c'est... quand on parle de l'immigration, ça, c'est une gamine donc qui est arrivée en France comme ça, mineure scolarisée, donc on ne peut pas la virer, c'est plutôt bon signe pour des enfants, il faut quand même s'en occuper. Et elle a eu la chance de tomber sur une famille qui s'en est occupée. Bien. Et ça, c'est une chance pour la France. Aujourd'hui, elle est ingénieure des mines. Bon. Et elle est en train de travailler, et elle augmente en quelque sorte l'intelligence de la culture française. En plus, elle parle un français que j'admire profondément, avec toutes les subtilités de la langue. Elle est profondément... Elle aime la culture française, etc. Bon. Et il faut savoir que Ségolène Royal, en l'an 2000, qui avait invité des associations qui s'occupaient d'adoption, nous balançait comme ça à la figure, il y a trop de jaunes en France. Bien. Moi, je dirais ça à la radio, j'irais faire un tour avec des monotes. Je veux dire, mais c'est comme ça, ça fait partie de... Voilà, c'est tout un système. Et la vague migratoire est une catastrophe aujourd'hui, et je peux le dire parce que je m'occupe d'associations qui s'occupent de 60 000 enfants en Asie. La vague migratoire est une honte pour notre pays, parce que l'immigration ne s'est jamais réglée dans le pays d'accueil. L'immigration, ça se règle dans le pays d'origine. Et dans le pays d'origine, la France, qui a toujours été la matrice des peuples, comme on dit, avait, et elle l'a fait pendant des centaines d'années,
La France avait vocation à aller aider ces peuples, chez eux, dans leur culture. Bon, un Vietnamien m'a dit un jour, un type de 82 ans qui parlait un français étonnant, citant Victor Hugo, Corneille, Molière, etc. Il était clochard parce qu'il avait fait 16 ans de camp de rééducation, naturellement, avec le communisme. Et il me dit, vous savez, quand je lui dis, mais attendez, c'est inouï, qu'est-ce que la France vous a apporté? Et il me dit, c'est la France qui nous a fait découvrir notre propre culture. Sans les Français, nous serions Chinois. Bien. Alors on parle du colonialisme aujourd'hui, on crache dessus, etc. Ça, c'est la réalité quotidienne. Alors je ne dis pas qu'il n'y a pas eu des choses et des machins. Voilà, la nature humaine est ainsi faite. Mais en attendant, ce Vietnamien nous dit, c'est la France qui nous a révélé notre propre culture. Et l'immigration, ça se règle dans les pays d'origine. Aujourd'hui, nous éduquons dans cette association, nous scolarisons à peu près 60 000 enfants, disons. Voilà. Mais ils sont chez eux, dans leur famille, que nous aidons. Parce que c'est eux qui vont développer leur pays. Les faire venir en France, comme souvent on nous le propose, on nous dit, mais faites-les venir. Mais non, faites-les venir, qu'est-ce qu'ils vont faire ici? C'est complètement idiot. C'est là-bas qu'on doit développer les choses. Parce qu'ils sont dans leur culture. Comme les Français ont la vocation d'être dans leur culture. Ce qui n'exclut absolument pas les échanges. Oscar Fressinger, que je recevais à la radio il y a quelque temps, a écrit un bouquin qui s'appelle « De la frontière » qui est absolument superbe. Alors, entre autres, il fait une comparaison sur la peau. Il dit la frontière, c'est la peau, c'est notre frontière. C'est ce qui nous délimite. Voilà. Et on peut être agressé, certainement, mais la peau réagit. On peut avoir une brûlure, mais la peau va se reconstituer. La frontière va se reconstituer. Et cette frontière est totalement perméable. C'est-à-dire qu'on respire par la peau. On ressent les choses par la peau. Voilà la frontière. Mais si on enlève totalement les frontières, on écorche à vif l'homme. Et il va mourir. Et c'est ce que nos pays sont en train de faire en Europe. Nous n'avons plus de frontières. Donc, alors, la frontière de la France, aujourd'hui, c'est au bout de la Slovénie. C'est vous, madame, qui êtes ma frontière. Mais non, je regrette. Chacun a sa sensibilité, chacun a sa frontière qui délimite notre identité. Anthropologiquement, la frontière est nécessaire. Excusez-moi, monsieur, mais empêcher tout le monde de rentrer, est-ce qu'un jour il n'y aurait pas un immense clash? Et puis alors, il y aura encore plus de réfugiés, et une violence terrible avec des gens qui tout d'un coup nous pénétreraient. Voyez. Mais c'est bien évident. Je me demande ça. Et le problème. On est bien obligé d'en laisser passer un peu. Vous savez, tout ce que disait Roosevelt, en politique, rien n'arrive par hasard. Cette vague migratoire, là on diverse un petit peu, mais c'est dans la désinformation. Cette vague migratoire ne nous est pas arrivée tout d'un coup. Il n'y a pas un type dans un camp de réfugiés en Turquie qui a fait un coup de sifflet en disant « Sus, on y va ». Qui a organisé ça? Il y a une organisation derrière. Alors, oh, théorie du complot. Mais non, je constate. C'est évidemment Erdogan qui a joué sur les deux tableaux d'une façon merveilleuse, puisqu'il touche 3 milliards d'euros tous les ans pour s'occuper de ces réfugiés chez lui, et qui nous les envoie chez nous. Et nous, on a une personne qui s'appelle Madame Merkel, qui dirige l'Europe aujourd'hui, mais ce n'est pas elle qui dirige. Merkel ne dirige que par personne. C'est le fondé de pouvoir, Merkel. Et Merkel se dit, mais je vais tous les accueillir, venez donc chez moi. Bon, et au bout d'un moment, il dit, enfin, c'est pas chez moi, c'est plutôt chez les autres, si c'est possible. Bon. En un mot, on se moque du monde. C'est la désinformation que nous subissons aujourd'hui. Et vous avez des gens qui vont dans les gares agiter des petits drapeaux en disant Refugee, welcome. Bon, alors, bien sûr qu'il y a un problème humain épouvantable, bien, mais ce problème humain ne sera jamais résolu de cette façon-là. La seule chose qu'on risque d'avoir, c'est effectivement une vague migratoire, entre guillemets, insupportable, et regardez ce qui se passe à Calais. Bon, et à Calais, la désinformation est totale. C'est-à-dire qu'on ne sait rien de Calais aujourd'hui. Il y a beaucoup plus de violence que ce que nous dit la presse. Parce que vous savez qu'en Allemagne, les réfugiés chrétiens, c'est tués par la presse allemande, sont battus par les autres réfugiés et on dit c'est un incident. Mais à Calais aussi. Et la police qui ne va pas. À Calais aussi, puisque dans la Grande Sainte, le deuxième camp, parce qu'il y a un deuxième camp à Calais, eh bien, les réfugiés chrétiens sont battus. Il y a même eu des coups de feu il y a 3 jours. La police ne va plus d'ailleurs dans ces camps de réfugiés qu'en engins blindés.
C'est donc bien quand le président dit « nous sommes en guerre », c'est tout à fait vrai, mais c'est lui qui la déclenche. C'est la guerre intérieure. Il y a guerre intérieure et guerre extérieure. Et le problème, c'est qu'aujourd'hui, il y a des guerres extérieures qui sont nécessaires, et nos armées, moi, évidemment, je suis un ancien militaire, je défends totalement les petits gars qui vont là-bas, parce que la plupart ont un sens, ils savent qu'ils défendent notre patrie, même si c'est à 10 000 km, et aujourd'hui, on va alléger, on est obligé d'alléger tous ces dispositifs qui sont indispensables. On peut discuter sur la stratégie menée, c'est pas nous qui pilotons tout, et c'est un peu dommage sans doute. Toujours est-il que on va déshabiller Paul pour habiller Pierre, parce que chez nous, on a besoin de plantes vertes pour surveiller les écoles, les mosquées, les synagogues, les églises, etc. Bon, or, des militaires qu'on forme à grands frais pendant 18 mois pour en faire des combattants, j'estime que, c'est une opinion personnelle, mais j'estime que c'est gâcher en quelque sorte la formation de ces hommes qui ne sont pas faits pour faire les 100 pas dans la rue. Logés comme des clodos, nourris comme des clodos. Bon, il y a quelque chose, et là on peut avoir aussi bien à l'intérieur des services, ça commence à se dire, mais la grande muette est muette, comme chacun sait, mais ça commence à se dire à l'extérieur, il y a un ras-le-bol généralisé dans les unités parce qu'ils ne sont pas faits pour ça. On ne s'engage pas, on n'accepte pas de donner sa vie pour son pays, sa vie pour le peuple français, pour la défense du peuple français, pour faire les 100 pas dans la rue, alors qu'on sait très bien que c'est pour rassurer le bourgeois. Ça n'empêchera jamais un terroriste de faire son coup. C'est le renseignement qui empêchera le terrorisme de faire son coup. Et d'ailleurs, il y a quelques succès qu'il faut noter quand même. Il y a des... Oui, monsieur. Oui. Dans le cadre de l'esprit de M. Charlie, est-ce que vous pouvez arriver à faire un copier-coller de votre émission sur Radio Courtoisie? Est-ce que vous avez cette liberté? Non, je crois pas. Non, monsieur. Enfin, je dis non. Pardonnez-moi, j'en sais rien. Donc la liberté d'expression, elle est complètement... Mais c'est terrible. Elle est forcément sous condition, puisque aujourd'hui, les fameuses lois dites mémorielles ne sont en fait que des lois pour contrôler les propos des historiens, des journalistes, etc. La désinformation, j'en ai pas parlé, parce qu'on ne peut pas parler de tout dans une conversation comme la nôtre, mais dans la désinformation, il y a une censure violente et surtout une auto-censure qui est encore plus violente. Il faut faire lire Volkov. Donc finalement... Il faut faire lire Volkov. Il faut lire Volkov, ça c'était évident. C'est indispensable. L'idée que j'ai émise en 1998, puisque vous m'avez interviewé sur le sujet, exact. Ils ne voudront certainement pas la mettre en application, ce que j'appelle les forums de la démocratie, c'est-à-dire le droit à l'expression publique sur tous les journaux, de pouvoir, nous tous, pouvoir nous exprimer. Interdits qui ont été supprimés. Et il y a dans les médias alternatifs incontestablement une notion de liberté qui est beaucoup plus large que dans beaucoup de médias officiels. Le seul problème, c'est que c'est la nature humaine que je disais tout à l'heure, cette notion de liberté qui est tout à fait positive, il y a son pendant négatif, c'est-à-dire que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et par conséquent, le but aujourd'hui des officines, c'est de lancer sur Internet un certain nombre de fausses nouvelles, de hoax, comme on dit, de façon à ce qu'elles soient reprises par des médias, et ce serait l'occasion de les interdire. Par conséquent, on est en train de susciter tout cela, et ça passera comme une lettre à la poste. Nous serons dans le consentement dont je parlais tout à l'heure, parce qu'il est bien évident qu'on ne peut pas laisser dire n'importe quoi. Et par conséquent, tout le monde sera content. Ah oui, ils ont supprimé ce truc-là, heureusement, parce qu'ils disaient n'importe quoi. Et le n'importe quoi à 100% n'existe pas. Il y a toujours, c'est comme dans les légendes, la légende c'est ce qui doit être dit, c'est ce qui doit être lu. Et il y a toujours une part de quelque chose. Certes, il faut peut-être chercher derrière, mais il y a une part de vérité. Bien. Alors le danger des médias alternatifs, le frère nous en parlait tout à l'heure, c'est que effectivement, il peut y avoir de fausses informations. Et je pense qu'à terme, Internet verra non pas son achèvement, parce que ça va se développer, celui qui n'est plus sur Internet n'est plus nulle part, il n'existe plus. Mais à terme, il y aura une limite à cela. C'est précisément le fait que
enfin, vous allez sur Wikipédia et vous vous apercevez, les spécialistes, parce qu'on n'a plus que des experts aujourd'hui, les spécialistes vous disent, là, Wikipédia dit n'importe quoi. Bon. Donc il faudra corriger. Et en fonction du correcteur, il aura le droit de faire passer son article ou non. Je connais un correcteur, par exemple, qui fait beaucoup sur toutes les fiches historiques, et il a déjà été à plusieurs reprises, ces corrections ont été censurées, parce que ça ne correspond pas à la doxa. Philippe Nemo a très bien analysé ça dans la régression intellectuelle des Français. La régression intellectuelle de la France. C'est un petit bouquin, c'est analysé d'une façon merveilleuse, en disant, tant que vous restez, là nous parlons très librement, totalement librement, voilà. Nous transférons cette réunion avec un haut-parleur dehors, je peux vous dire que dans les 20 secondes, on sera tous embarqués pour un contrôle d'identité. Parce que si nous intervenons sur une masse plus forte, si nous intervenons, admettons qu'un jour, regardez ce qui est arrivé à l'ancien, il y a des années, l'ancien rédacteur en chef du Figaro, qui est journaliste... non, oh là, non, qui était rédacteur en chef du Figaro pendant des années, et qui a laissé... Non, après ça. Qui ? Yann Claire ? Non, ça va me revenir. Et qui a laissé passer un jour, qui a laissé passer un courrier des lecteurs, qui était défavorable au gouvernement. Viré, séance tenante. Rédacteur en chef du Figaro depuis 10 ans. Viré, séance tenante. Pour un courrier des lecteurs. Non, c'est pas... Non, il y est toujours. Non, ça va peut-être me revenir, je vous dis. Vous nous conseillez de quitter la France, alors? Pardon? Vous nous conseillez de... Ah non, jamais. Ah, pas du tout. Non. Écoutez, précisément, nous sommes... le bon Dieu m'a fait naître ici, vous aussi. Enfin, ou peut-être, je ne sais pas d'ailleurs. Bon, il nous met ici. C'est ici que nous agissons. Il y a un très joli proverbe iranien qui dit « il faut fleurir là où l'on pousse ». C'est évident. Alors évidemment, on n'est pas forcément très optimiste pour l'avenir. Je peux vous assurer que quand on a des enfants et des petits-enfants, on essaye de les former au mieux pour qu'au moins ils aient cette indépendance d'esprit qu'ils ne trouvent plus à l'école. C'est d'ailleurs... vous êtes peut-être tous père ou mère de famille et peut-être père ou grand-père ou grand-mère. C'est d'ailleurs un problème terrible. Quand je suis obligé de dire à ma fille, qui est la seule dans les lycées aujourd'hui, quand je suis obligé de lui dire, en lisant son cours d'histoire, ça, tu vas le redonner, tu l'apprends par cœur et tu le redonnes intégralement à ton prof pour avoir une bonne note, mais tu sais très bien que c'est totalement faux. Oui. Bien. C'est-à-dire qu'on est en train de fabriquer des schizophrènes. Alors, il faut qu'ils aient une solidité intellectuelle. D'ailleurs, ça les conforte, hein, je peux vous dire. Ma fille, qui a 17 ans, me demande de faire des universités d'été, des choses comme ça. Ou d'aller dans des écoles hors contrat. Pour avoir des... Oui, mais les écoles hors contrat pour des grands, il n'y en a pas beaucoup encore. Ça va venir, on les encourage, je peux vous dire. On les encourage. Mais ma fille qui a été dans le hors contrat, et qui a passé une année exceptionnelle de bonheur, d'une instruction, d'une attention pédagogique de la part des religieuses qui s'occupaient de cette école, extraordinaire. Bien, elle en a un souvenir magnifique. Seulement, étant donné que ça n'allait pas jusqu'au bac, il a fallu que je la remette dans le système. Et le système sous contrat, je peux vous dire que ça a été la croix et la bannière pour pouvoir l'inscrire. Car on m'a dit très textuellement, on ne réintègre jamais des enfants qui sont partis dans le hors-contrat. Alors que faire? J'ai quand même réussi à trouver. Et dans le sous-contrat, en milieu d'année, on m'a convoqué pour me dire, votre fille, formidable, tête de classe, hein. Puis alors, dynamique et tout, joyeuse, merveilleuse. Mais vous comprenez, c'est pas un profil mention très bien au bac, donc vous la récupérez l'année prochaine, hein. On n'en veut plus. Et elle ne peut pas faire aussi, bien sûr, la dictée de pivot. Parce qu'on a éliminé automatiquement les élèves des écoles hors contrat qui détenaient toutes les premières places. Vous savez, c'est comme ça. Est-ce qu'il y a une Pardon. dans les écoles qui sont... Dans les écoles aujourd'hui, non, elle n'est pas du tout. Oui, elle est très malheureuse. Bon. Voilà. Alors, moi je n'ai pas de bouquin à signer,
Mais si vous voulez avoir une petite biographie, voir quelques livres, j'ai apporté pas tous naturellement, parce qu'il y en a des centaines, mais j'ai apporté quelques bouquins que vous pouvez feuilleter ici, mais ne les emportez pas, c'est ma bibliothèque et je m'en sers. Il faut absolument acquérir les livres qui sont très accessibles de Volkov. Volkov, bien évidemment. Alors je signale que lundi prochain, c'est Marion Sigaud.